Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match d'après. Le match d'après, cette défaite contre l'Atlético Madrid, c'était il y a 72 heures, donc un gros turnover était attendu ce soir. Et le match d'avant, la trêve internationale à laquelle on laisse place désormais pour les 2 prochaines semaines. Déplacement au stade Raymond Kopa pour y affronter Angers ce soir, équipe du bas de tableau de Ligue 1 bien sûr, et ça s'est ressenti sur le terrain, mais qui était sur une bonne dynamique ces dernières semaines. Victoire contre Monaco lors de la dernière journée, ils sont allés chercher un match nul 1-1 au stade Vélodrome, même si ça on peut se demander si c'est vraiment une performance tellement c'est facile d'aller s'y imposer. Et donc ce soir on pouvait s'attendre à être un petit peu tangué parce que l'équipe bis était annoncée, a été alignée par Luis Enrique, les organismes étaient fatigués, les têtes peut-être déjà à la sélection et au final la première mi-temps est très sérieuse avec une efficacité qui fait plaisir. Dans l'avant-match hier, je disais, sur nos 2 derniers matchs de Ligue 1 contre Marseille et Lens, l'inefficacité, le manque de réalisme observé en Ligue des Champions commençait à dégorger à l'échelle nationale. Et ce soir, l'enjeu était évidemment de ne pas continuer sur cette spirale négative. Au final, il n'en a rien été en première mi-temps. Ouverture du score 17e de Lee Kang-in qui 3 minutes plus tard double la mise. Et ensuite, c'est Barcola qui prend le relais pour 2 buts toujours et qui sort à la mi-temps avec Achraf Hakimi justement dans cette optique de reposer un petit peu les cadres, même si on aurait pu voir Barcola continuer à faire des statistiques en deuxième mi-temps. Sur le moment, je me disais ça, mais avec le recul, vu comment on a baissé le pied en deuxième, peut-être que ça n'aurait pas été le cas, puisque justement, on perd cette deuxième mi-temps 2-0 sur des buts plus qu'évitables, avec, comme d'habitude, en cause les mêmes symptômes, une nonchalance absolument insupportable, la défense, des coups de pied arrêtés défensifs, là, ce corner, il est absolument gaguesque. Le premier but, bon, c'est un golasso. Il est vraiment très beau, hein, c'est un super but. Mais le deuxième, Donnarumma fait encore n'importe quoi. Et c'est dommage parce que plus tôt dans le match, il fait des arrêts. Alors il y en a un qui est hors jeu sur un coup de pied arrêté ou sur un centre, je sais plus. Mais il fait un très bel arrêt, mais Langevin est hors jeu. Mais voilà, sur le corner, le positionnement de Donnarumma au début du corner, donc qui décide de ne pas se mettre sur la ligne, mais à 3 mètres, 4 mètres de ses buts, d'accord? Une fois que le corner est tiré, Donnarumma se met à reculer. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu veux intervenir en reculant? Évidemment que tes appuis sont mauvais et que du coup, comme tu es sur le reculoir, bah, tu peux pas intervenir et tu fais cette espèce de plongeon tout ridicule. Alors, ceux qui étaient au duel sur cette action, ce sont les attaquants. Je crois que c'est Désiré Doué qui a le buteur. Colomani qui doit aussi couvrir le premier poteau, hein, parce que c'est pris le premier poteau. Donc, ils font aussi pas le job. Mais bon, voilà. Bon, il y a ce but qui est très évitable. Mais la première mi-temps, bien sûr, revenons dessus. Bon, c'est... Enfin... Ce PSG nous montre en fait en Ligue 1 contre les plus faibles ce qui manque contre les forts en fait en Ligue des Champions tout simplement, parce que ce soir on a vu tout ce qui a manqué mercredi, hein. Du mouvement, un petit peu de rythme pour arriver sur les côtés, des centres qui arrivaient à destination, des projections, des déplacements dans la profondeur, derrière la ligne défensive. Asensio, la titularisation de Mayoulou aussi, qu'on avait demandé dans l'avant-match justement pour ça, et son match est vraiment très bon dans cette dimension. Il a une vraie science du déplacement, ce petit, ça fait très plaisir. Il me fait un peu penser à Christopher Nkunku dans la mobilité et la justesse technique aussi, parce qu'il en a une certaine. Faut qu'il prenne en muscle, même si je trouve qu'il a grandi par rapport à l'année dernière. Faut qu'il prenne en muscle pour les duels, parce que sinon sa frappe de balle pour un joueur assez frêle est vraiment très bonne, très puissante. Bien sûr, tout n'est pas question de muscle quand tu frappes. Il positionne bien son pied, positionne bien son corps. Et ça, c'est un autre atout aussi. Alors ce soir, il prend qu'une seule frappe, mais on se souvient contre Strasbourg au Parc, il y a 3 semaines, il avait pris quelques frappes de loin. Donc autant de qualités qui sont assez inédites dans l'effectif. C'est vrai que les déplacements de Mayoulou, c'est quelque chose qui est vraiment un avantage pour lui, parce que les autres, bon, je leur trouve pas une qualité de déplacement aussi concrète en fait. Voilà, bon. Donc des déplacements, des dribbles réussis, un petit déchet technique aussi, hein, notamment Hakimi, qui était assez carbonisé quand même ce soir. De la 20e à la 30e, je crois qu'il fait 3 ou 4 pertes de balles. Il y a un contre où il fait n'importe quoi. À la mi-temps, quand je vois que Luis Enrique fait rentrer Yoram Zag,
Merde, attendez, j'ai mes AirPods qui sont en train de se connecter à ma tablette, je sais pas ce qui se passe. Wow. En plein enregistrement, je sais pas du tout ce qui est passé, vous m'excuserez, mais j'ai eu DAZN qui s'est mis dans mes oreilles. Donc voilà, quand je vois Luis Enrique faire rentrer Yoram Zaga à la mi-temps, je me dis que c'est pour Beraldo qui a pris son carton jaune, comme d'habitude, hein, de toute façon, voilà. Il prend son jaune idiot, là, ce soir, c'est parce qu'il laisse traîner les mains sur une action encore un peu grotesque. Et donc je me dis, voilà, comme il y a la menace, peut-être qu'il le fait sortir. Pour Zag à gauche, parce qu'on avait vu Zag à gauche contre le Havre en tout début de saison. Et au final, c'est à droite, poste de prédilection, à la place d'Hakimi. En plus, il fait une plutôt bonne entrée, Zag, avec de l'explosivité, pas mal de percussions devant, un bon centre, quelques actions bien senties. Donc voilà, Lee Kang-in sur le terrain, dans le rôle de Dembélé, même si on grossit un petit peu le trait, qui met 2 buts et une passe décisive en fait. Et il est déjà à 6 buts en Ligue 1 en à peine 700 minutes, le Coréen. Donc c'est des stats qui sont très très honorables. Et je crois qu'il a créé 5 occasions franches, quasiment toutes loupées par un partenaire. Donc l'apport statistique de Lee, on ne le soupçonnait pas à son arrivée. Et c'est vrai que sa capacité à être concret dans le dernier geste, bah en fait, en première mi-temps, je me suis dit, surtout quand j'ai vu l'entrée de Dembélé, qui a encore fait le poulet sans tête dans le dernier geste, je me dis, mais Lee Kang-in, est-ce que il faudrait pas qu'il soit titulaire dans cette équipe, en fait? Cette équipe qui a besoin de joueurs qui marquent, en fait, qui sont en confiance devant le but, parce que Asensio, ce soir, fait un bon match, hein, un triplé de passes décisives, on peut pas dire le contraire, et surtout des bons déplacements. En fait, les passes D d'Asensio, notamment les 2 premières, enfin les 2 centres en retrait, c'est après un mouvement, déjà pour s'excentrer de l'axe vers le côté, et derrière la ligne défensive. Donc ça fait plaisir de voir Asensio qui d'habitude manque un peu de punch. Ce soir, il finit le match. Bon, il disparaît un petit peu en début de deuxième mi-temps, mais en fin de match, il revient un peu. Et donc, ces 2 passes décisives, suite à un appel un petit peu en profondeur, ça fait plaisir de voir Asensio faire ce genre de geste après son match. Enfin voilà, il fait un bon match ce soir dans les déplacements, alors que mercredi contre l'Atlético, il est absolument cataclysmique. Que voulez-vous? Je ne sais pas quelle est la valeur de ce débrief, en fait. Parce que, encore une fois, tout ça, faut le transposer en Ligue des Champions, et on en est absolument incapable sur les 4 premiers matchs. Voilà. Donc, bon, l'adversité ce soir était assez faible. Alors, il y a un truc qui illustre ça, ce sont les actions de Kolo Muani, qui sont bonnes. L'entrée de Kolo Muani est bonne, et il me fait de la peine. Et vraiment, quand il a eu le poteau, j'étais trop dégoûté. Mais quand tu vois la distance à laquelle il est de son vis-à-vis, qui lui laisse bien 1 mètre, 2 mètres pour s'exprimer, tu te dis, mais ça, en Ligue des Champions, tu le vois pas. T'as pas des actions comme ça en Ligue des Champions. T'es pas à 6 mètres des buts avec un angle aussi ouvert. Et les défenseurs qui sont aussi loin que toi. C'est comme sur l'action quand il réussit à se retourner et faire un espèce de slalom tout seul où il y a personne qui vient se mettre dans sa course, aucune intensité chez l'adversaire. Bon, c'est là où je me suis dit, l'adversité est vraiment faible ce soir. Mais ceci dit, l'entrée de Kolo est plutôt bonne. La talonnade, c'est dommage, a été très très bien sentie. Bon, Luis Enrique sur son banc, il était déçu pour lui sur ce loupé. Alors, d'un côté, tu te dis, il est maudit parce que prendre le poteau sur cette action, c'est dramatique. Mais de l'autre, tu te dis, il est quand même à 5 mètres du but, quoi. T'es à 5 mètres du but et tu touches le poteau comme ça. Bon, peut-être une question technique aussi, hein, si on parle de manière très très froide. Et je pense qu'avec un body language plus affirmé, plus positif, parce que c'est vrai que ça se lit sur son visage que Kolo est au fond du seau. Si il adoptait des postures un petit peu plus franches, concrètes, voilà, s'il n'était pas dans cette spirale psychologique très négative, je pense qu'il la met en fait. Je pense qu'il la met parce que le corps est mieux orienté et tout ça. J'en suis persuadé. Alors par contre, il y en a un autre dont je suis persuadé que ça va jamais passer, c'est Dembélé. Parce que encore une fois, il nous fait une entrée d'alcoolique. Alors donc, il se positionne de mi-espace droit. Il joue assez bas, notamment sur ses premiers ballons.
Quand il grimpe aux avant-postes, il fait les mauvais choix. Et la perte de balle sur le premier but, tu m'excuseras, mais je crois qu'à chaque match, là, contre l'Atlético, on ne l'a pas souligné. Mais juste après l'ouverture du score, il fait 2 pertes de balles catastrophiques, dont une qui mène au premier but, où on a incriminé Nuno Mendes à raison, mais il y a une perte de balle de Dembélé au tout début. Contre Lens, Marseille et le PSV, je crois aussi qu'il offre une occasion franche à l'adversaire avec une perte de balle, et surtout la nonchalance sur l'action ce soir. Franchement, mais et quand tu es entraîneur et que tu as ce genre de joueur, ça doit vraiment être difficile. Parce qu'en fait, je disais dernièrement que Dembélé, dans une équipe qui veut la Ligue des Champions, ne doit pas être titulaire, mais remplaçant et entrer à la 65e, 70e pour casser des reins. Mais même ça, ce soir, j'en suis même pas certain, en fait. Tellement à chaque fois, ces entrées, enfin, de bonnes entrées de Dembélé, il y en a peu au PSG. Quand il commence sur le banc et qu'il entre, à chaque fois, c'est avec une bouteille d'alcool à la main, hein. Vraiment, j'ai le souvenir de plusieurs entrées l'année dernière, notamment contre Strasbourg au Parc des Princes, où il fait mais n'importe quoi, n'importe quoi. Bref. Marquinhos. Je voulais parler de Marquinhos parce que je trouve son match plutôt bon dans son ensemble. Encore une fois, même si c'est dommage que sur le premier but, il accompagne l'action. Ça, c'est quelque chose qui est signature chez lui. Alors, il n'y a pas son latéral droit. C'est vrai que Zach, du coup, n'est pas là. Et ça fait que Marquinhos doit gérer 2 joueurs. Mais il recule, il regarde, il jaillit pas vraiment. C'est vraiment dommage. Parce qu'en plus, 2 minutes avant, il fait une belle action dans sa surface où jamais il ouvre l'axe du but. Et du coup, Langevin tire sans cadrer. Et sur le match dans sa globalité, j'ai trouvé Marquinhos très tranchant. En matière de contre-pressing, il est plutôt bien monté. Il a récupéré pas mal de ballons. Avec ballon, bon, il essayait de mettre du rythme. On a revu la passe en cloche pour Hakimi. Mais ça, j'ai l'impression que c'est bossé dernièrement à l'entraînement. Hein. Ces histoires de Marquinhos qui va chercher Hakimi avec des ballons un peu... C'est même pas des ballons pied en rupture, parce qu'à l'époque, il allait chercher son avançant de pied en rupture. 2020-2021, quand il était bon. Et qu'on avait Mbappé en numéro 9, hein, parce que tu vas pas chercher Asensio comme ça. Là maintenant, c'est plutôt les ballons en cloche. C'est les ballons en cloche qui travaillent avec Luis Enrique pour Hakimi sur le côté. Donc ça, on l'a vu, ça fait plaisir. Voilà, il parle pas mal et j'ai bien aimé son match. J'ai vraiment bien aimé son match. En plus, dans sa surface, il a aussi bien défendu. En première mi-temps, il fait une tête sur un centre qui est pas très académique, qui finit en corner. Mais sinon, il y a eu des gestes il met le pied au bon endroit au bon moment. Il défend plutôt bien sa surface. Donc vraiment un match assez complet ce soir. Après, tout est à relativiser avec cette adversité. Et peut-être qu'il dénote aussi quand tu prends les 2 qui l'accompagnaient. Alors, Skriniar, pas forcément un mauvais match, mais pas aussi bon que ses 2 premiers cette saison. C'était déjà, il joue contre Strasbourg post-trêve, et contre Rennes, je crois, après la trêve internationale de septembre. Alors, c'est Rennes ou Brest, je me souviens plus quel match c'était, mais je crois que c'était Brest. Oh, je sais plus. Mais bref, il était vraiment très bon ces 2 soirs-là, Skriniar. Bon, ce soir, un cran en dessous, parce que notamment avec ballon, il fait pas grand-chose. Des contrôles qui sont un peu longs, qui sont pas très académiques, voilà. Et puis Beraldo sur le côté gauche, bah écoutez, sur la première mi-temps, tout le monde est bon sauf lui, quoi, comme d'habitude. Hein. C'est vraiment exceptionnel ce défenseur qui ne sait pas défendre. Je suis désolé. Ok, il a ce rôle de latéral gauche, mais est-ce que déjà c'est vraiment un rôle de latéral et pas plutôt un 3e central quand même. Et puis à un moment donné, les 1 contre 1, les duels, t'es toujours en difficulté, t'es obligé de faire faute, tu prends toujours ton carton jaune stupide. La semaine dernière contre Lens, il est pas là parce qu'il a pris 3 cartons jaunes en 10 matchs. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, il est déjà à son 4e carton jaune de la saison. Alors que le frérot, on le voit jamais. Il joue beaucoup moins que la saison dernière. D'ailleurs, le Brésil ne l'a pas convoqué pour la trêve internationale, comme lors de la dernière trêve. Sauf qu'à la dernière trêve, ils avaient eu un blessé et du coup, il a été appelé après Beraldo. Et il y allait. Bon, il n'a pas joué, mais il y allait. Là, ils ont un blessé. Militao cet après-midi avec le Real. Alors vous me direz, Militao, c'est un central droitier qui joue axial droit, voire arrière droit, alors que Beraldo, c'est l'autre côté. Ok. Mais ils auraient pu le convoquer. Ils ont préféré appeler un mec de Flamengo plutôt que lui. Donc c'est vrai que là, Beraldo, la lune de miel de la 2e partie de saison,
c'est vraiment bien calmé. Et puis avec ballon, alors bien sûr, il trouve des bonnes passes. Honnêtement, c'est vrai que c'est le premier ou le deuxième but où il est au début. C'est lui qui lance Asensio ou Barcola, qui fait l'avant-dernière passe. Je crois qu'il fait l'avant-dernière passe sur un but pour Asensio. Je ne sais pas le premier. Il y a aussi d'autres passes qui sont plutôt intéressantes. Mais on le sait, dès qu'il est un petit peu pressé, c'est tout de suite plus compliqué. Et alors, il y en a qui me diront, oui, avec sa qualité de passe, il faut qu'il aille au milieu de terrain. Mais ça, pardonnez-moi, je n'y crois absolument pas. Parce qu'il manque cruellement de vivacité, d'explosivité. Vous vous rendez compte que déjà en défense, il se fait malaxer dans la vivacité. Imaginez si on le mettait dans la densité du milieu de terrain. Alors là, ce serait encore pire. Ce serait encore pire. Et en plus, avec le ballon, quand tu es en défense, tu as une vue plus globale sur le terrain pour choisir tes axes de passe. Au milieu, évidemment, c'est beaucoup plus serré. Il a jamais montré de qualité dans les petits espaces, machin. On l'a jamais vu faire ça. Peut-être qu'il en est capable, mais on l'a jamais vu, en fait. Et je répète que lorsqu'il est pressé, c'est tout de suite un petit peu moins bon. Là, ce soir, il n'a pas fait de bourde. D'habitude, quand il est titulaire, il fait une ou deux bourdes avec ballon, il rend un ballon à l'adversaire, ça donne une occasion. Là, ça va. Là, ça va, il n'a pas fait de bourde. En même temps, on n'était pas très pressé. Hein. On n'était pas très pressé. Puis à chaque fois, quand l'adversaire se retrouvait proche du but, il faisait toujours la touche de trop avant de tirer. Et en deuxième mi-temps, ils étaient assez insupportables parce qu'ils cherchaient le penalty dans la surface. Heureusement, il n'est pas tombé dedans. Parce que, enfin, voilà, typiquement, ça pourrait être un point positif. Il n'a pas concédé de penalty comme l'autre fois. Je sais plus contre qui il avait concédé un penalty idiot. Bref. Les balles de tennis. Oh, les gars, les balles de tennis. Mais parlons un petit peu de ces ultra angevins exceptionnels. Mais quel moment! Quel moment! Alors, 2 minutes, c'est drôle, hein. Mais là, quand ça durait 5, j'étais, ah putain, on a autre chose à foutre, les gars, c'est bon. Ouais. Déjà qu'on passe notre samedi soir à s'infliger ça, à un moment donné, stop. Puis alors, ce qui est extraordinaire, c'est le capot. Le capot qu'ils mettent sur la sono du stade, alors que, déjà, le stade était plutôt éteint dans sa globalité, et que même à un moment, ça sifflait les ultras. Donc l'autre essayait de chauffer la salle. Enfin, c'était... Ça me permet de faire un lien avec le parc, où dernièrement, ils ont mis justement le micro du capot, du virage Auteuil, dans tout le stade. Ce qui, pareil, donne un truc un peu mitigé. Je trouve ça un peu mitigé. Voilà. Je dois le dire. En tout cas, les balles de tennis, je sais pas trop... Enfin, si, c'est pour protester contre la LFP, comme Lens un peu plus tôt dans la journée contre Nantes. Peut-être que c'était un hommage à Nasser, grand fan de tennis. Un hommage au score qu'il s'apprêtait à prendre au moment de ce match, un score de tennis. C'était sans compter sur le PSG qui s'est arrêté à 4 buts marqués. Voilà. Et qui en plus leur en donne 2. Fabien Ruiz numéro 6. J'aurais préféré voir João Neves dans ce rôle-là. Quand je vois la compo, je me dis ça va être lui en sentinelle. Et vu les matchs qu'il fait à chaque fois, j'étais là, franchement j'ai soufflé. Sa première mi-temps est bonne. Beaucoup de passes vers l'avant, beaucoup de passes entre les lignes. Pareil, ça c'est quelque chose qui a manqué mercredi soir et qu'on a eu ce soir. Beaucoup de mouvements entre les lignes. Des joueurs qui étaient disponibles. Et bien sûr, du fait de l'adversaire qui pouvait se retourner assez facilement. Mais Ruiz a trouvé de bons circuits de passe. Par contre, en deuxième, il s'éteint complètement. Les 2 pertes de balles, absolument... c'est scandaleux. Notamment la première, c'est... La deuxième, Marquinhos la rattrape. La première, là où il s'en mêle les pinceaux tout seul, franchement, c'est gaguesque. C'est gaguesque, je suis désolé. Donc Asensio fait un bon match, hein, triplé de passes D, même si encore une fois, on ressent chez lui ce manque de réalisme. C'est marrant parce que, en fait, je me suis complètement trompé. Il y a 2 semaines, je disais, Asensio est sûrement meilleur que Lee à la finition, plus instinctif, plus d'expérience aussi. Et au final, c'est l'inverse. Lee est vraiment dans une passe très bonne. Et Asensio, tout l'inverse. Tout l'inverse. Voilà. Vraie efficacité ce soir. Vraie efficacité parce que mercredi, on perd contre l'Atlético en marquant un but avec 2,12 expected goals. Et là, à la mi-temps, on rentre au vestiaire donc avec 4 buts marqués pour 1,8. Donc moins d'expected goals, 4 buts de plus. Évidemment, ce n'est que la Ligue 1. Donc voilà. Et les buts, notamment le premier de Barcola, vaut beaucoup. Je crois que celui de Barcola, il est à plus de 0,4
expected goals. Voilà. Barcola qui soigne ses stats. Hein. Greenwood l'a rattrapé hier sur son péno contre Auxerre, là, dans ce match, encore une fois, succulent. On s'est régalé devant ce OM Auxerre, pardon. Vous m'excuserez, les amis auxerrois, qu'on va croiser le 7 décembre. On se déplace là-bas le 7 décembre. Je crois que c'est le match avant le déplacement à Salzbourg. Voilà. Donc voilà, ce Greenwood qui était à égalité donc avant le match avec Barcola, 8 buts. Et au final, Bradley passe à 10, ça fait plaisir. Il ne les célèbre pas les buts. Bon, il a mis sa photo de profil Instagram toute noire. Il a retiré le PSG de sa bio. Je pense qu'il est dans une passe où voilà, il veut se réfugier. Si on l'interprète positivement, il se réfugie dans le travail, il en veut plus, il va pas se contenter d'un doublé contre Angers, il s'en fout de marquer contre eux, voilà, ce qu'il veut c'est la Ligue des Champions. Voilà. Mais c'est vrai qu'il célèbre pas, c'est vrai que les 2 buts, il ne les célèbre pas. Je sais pas si en équipe de France il va parler, mais ce serait intéressant de lui poser la question, parce que ce sera absolument pas fait. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. C'est vrai que le body language de Barcola, avec voilà, d'habitude il est beaucoup plus souriant. C'est simplement une petite réflexion que je me suis fait pendant le match. Et puis Lee Kang-in, voilà, qui fait un gros match, très disponible, vrai relais dans le demi-espace. L'action pour Dembélé en fin de match où il le lance là, c'est super. Les 2 buts, pareil. En fait, les 2 buts, Dembélé, il aimait pas. Il faut bien se dire ça. Lille aimait, mais pas Dembélé. Donc, ça pose de vraies questions. Mais en fait, je veux Lille titulaire dans cette équipe, mais de l'autre côté, pas en tant que faux neuf. Et je veux Lille titulaire dans cette équipe, mais j'ai envie de dire pas en Ligue des Champions, parce qu'il déçoit comme tout le monde, hein, on va pas se mentir. Hein, c'est ça qui est... C'est cette équipe qui, à la fois, n'arrive pas à se transcender en Ligue des Champions, et ce championnat, je suis désolé, qui est d'une faiblesse cette saison, absolument mais inédite. Comment cette équipe d'Angers a pu s'imposer, pas plus tard que la semaine dernière, contre Monaco, qui est quand même 2e du championnat, qui est plutôt une bonne équipe. En Ligue des Champions, c'est une équipe un peu sensation. Enfin voilà, c'est bien triste. C'est bien triste cette Ligue 1. Et puis maintenant, les matchs un peu pourris comme ça, on va les enchaîner. Hein. Comme je disais, Auxerre en décembre. Toulouse, du coup, ce sera le prochain match vendredi 22, donc dans 15 jours. Il y aura un match à Lyon en décembre, qui pourra être intéressant. Mais après, le prochain choc en Ligue 1, c'est Marseille le 5 janvier. Monaco, pardon, le 5 janvier. Donc là, c'est vrai qu'on a plus grand-chose. Et plus beaucoup de matchs à domicile aussi. Hein. Enfin, si, Toulouse, on le jouera, mais avec le Cup qui est du coup suspendu pour les chants homophobes contre Strasbourg. Donc il y aura une partie d'Auteuil où il n'y aura pas de supporters, puisqu'il n'y aura pas le collectif Ultra Paris. Mais les autres groupes seront là. Donc voilà. Bref, bonne soirée à tous. On se retrouve dans la semaine pour parler un petit peu. Je pense qu'on fera une vidéo pêle-mêle sur le PSG de Luis Enrique, machin, les axes de progression, machin. Peut-être une vidéo mercato, parce que là, ça s'emballe pour le numéro 9 et tout ça. Il y a un vrai dossier qui se crée chez les supporters. Hein. Est-ce que c'est une lubie de supporters? Je pense. Mais on va en parler. Et je vais vous proposer un nom que je trouve bien sympa. Allez, bonne soirée à tous. Ciao les amis et bon week-end bien évidemment.